Hop là. Donc voilà, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire, cette deuxième partie de webinaire sur les plans de gestion arboricole. Donc je me présente, moi c'est Manon Frédou. Je suis ingénieure paysagiste et je travaille chez Natural Solutions, qui est une entreprise d'informatique spécialisée dans l'environnement. On peut citer par exemple des projets comme Ecobalade qui permettent de découvrir la biodiversité pour les citoyens et les citoyennes. Et depuis 1 an, on est en train de développer une communauté autour de la biodiversité et des écosystèmes urbains avec un projet au centre de cette communauté qui s'appelle Ecoteka, un outil de gestion pour faire l'inventaire et donc la gestion du patrimoine arboré dans les villes. Et donc on se retrouve ce soir pour parler d'arbres et de plans de gestion arboricole avec Franck et Bruno. Il y avait déjà eu une première partie à ce webinaire où on avait un petit peu parlé de la vision de l'arbre et des différentes visions sur les tailles. Et donc on se retrouve ce soir pour la suite et je vais laisser Bruno se présenter. Bonjour, alors donc moi c'est Bruno Ledu, je suis arboriste conseil et dans ce cadre je pratique du diagnostic, des expertises et des plans de gestion pour les communes, enfin pour tous les gestionnaires des espaces des parcs et jardins et tous les propriétaires et ou gestionnaires des arbres. Et donc ce soir je vais vous présenter parmi une des expériences que j'ai. On va parler d'une ville sans la nommer, mais je vais vous donner les détails pour arriver à comment obtenir un plan de gestion sur un secteur où il n'y en a jamais eu. Et puis toutes les démarches du début on va dire pratiquement jusqu'à la fin du plan. Voilà. Et pour information, je suis installé dans le Morbihan, en Bretagne. Merci Bruno. Ouais, je vais laisser Franck prendre la suite. Oui, bonjour, bonsoir, Franck Ménard. Donc je suis heureux de vous retrouver pour effectivement cette deuxième partie de programme en compagnie de Bruno et de Manon, dans le cadre effectivement d'un programme que nous allons développer tout au long de l'année 2021 dans le cadre de Ecoteka. Je reviendrai au fur et à mesure effectivement du webinaire dans la formation sur le sujet. Je suis moi rédacteur en chef et directeur de la rédaction de Arbres et Patrimoine, une revue, un trimestriel sur l'arboriculture d'ornement que nous avons créé il y a un peu plus d'1 an, basée en Bretagne, une revue nationale, et notre objectif est effectivement de mettre en avant l'intégralité des acteurs qui font de l'arboriculture en France à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la formation, des aspects techniques, au niveau de la gestion, au niveau du matériel, au niveau de la gestion en ville, au niveau de la gestion des parcs monuments historiques, enfin tout ce qui va tourner effectivement autour de l'arbre. Donc nous avons décidé de nous lier en fait sur cette série de webinaires, et là nous attaquons les 2 premiers, le deuxième en cours, de telle sorte à essayer de créer un fond d'informations et en interviewant le plus possible de monde durant l'année. Voilà, maintenant je vais redonner la main à Bruno pour lancer le débat sur les opérations de gestion, et je reprendrai après pour vous prendre en détail toute l'opération que nous allons mener avec Ecoteka et Manon et Bruno au long de l'année, et avec les communautés à la fin du mois maintenant. Merci. Bruno, à toi la main. Merci. Merci Franck. Bruno, je te laisse partager ton écran. Ouais, alors je vous ai préparé un petit PowerPoint de manière à avoir un linéaire un petit peu dans tout ce que je vais dire, parce que comme je ne suis pas maître de conférence, mais bien arboriste, c'est pas toujours évident pour moi. Donc ce soir, on va bien parler du plan de gestion arboricole, de l'inventaire au budget. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau du budget, puisque ça pourrait être une question à part entière, et je ne maîtrise pas, bien entendu, le budget de chacun. Voilà. Alors, un plan de gestion, qu'est-ce que c'est Un plan de gestion se construit d'abord. Bruno, pardon je me permets de te couper. T'as pas partagé ta présentation. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais. Pas du tout. Alors, attends, je recommence. Pas de Attends, souci. je refais ça. Tac. Voilà. C'est mieux là? Yes, c'est parfait. Allez, je te laisse reprendre le fil, désolé. Alors, désolé pour cette petite coupure.
Donc un plan de gestion, alors c'est d'après moi, hein, maintenant, voilà, il pourrait y avoir des contradictions et d'autres personnes qui auront une autre vision, hein. Le plan de gestion se construit d'abord par le contact avec les élus et les techniciens d'une commune. Parce que comme je travaille avant tout pour des communes et des petites communes, je dirais, entre 4, 5 000 et 10 000 habitants, ce sont surtout ces communes-là qui ont le moins encore aujourd'hui mis en place des plans de gestion ou qui n'en ont pas du tout. Donc c'est surtout les grandes agglomérations de plus de 20 000 habitants, je dirais, qui ont leur propre plan de gestion, mais pas forcément toutes non plus. D'après moi, elles ont surtout des plans de travaux. Je dirais tout à l'heure pourquoi je dis ça. Ils ont créé des zonages d'entretien et des périodes type d'élagage. Donc je restreins vraiment ces trois termes-là. Je vous verrai tout à l'heure pourquoi j'ai restreint ces trois termes. Les petites communes, qui, elles, n'ont pas forcément les moyens, d'ailleurs, en personne, et les moyens techniques pour mettre des plans de gestion en place, sont souvent liés à un rythme, ce que j'appelle du cas par cas. L'arbre est signalé malade par une personne, un habitant de la commune. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, par une personne qui passait en voiture régulièrement devant le même arbre et qui l'a signalé à la commune. Ou les voisins se plaignant de la gêne de l'arbre, puisque ça fait de l'ombre dans leur jardin, etc. Enfin, tout le monde connaît ce problème-là. Et dans plein de communes, là, qu'elles soient petites ou grandes, les tailles en tête de chat, de la place du marché ou de la rue du Général de Gaulle, la taille qui est faite chaque année. Donc ça, évidemment, ça, on ne peut pas dire que c'est un plan de gestion. Alors notre rôle, nous, en tant que arboriste conseil ou arboriste expert, chacun se nommera comme il aura bien envie, c'est d'inviter les gestionnaires à réaliser un inventaire complet de certaines zones. Parce que si on veut faire un plan de gestion, il faut que chaque gestionnaire, chaque technicien territorial connaisse son territoire et non pas le nom des rues, et pas que le nom des rues, mais également l'état de ses arbres, le nombre de ces arbres, et voire même les essences différentes, parce que je le vois régulièrement, les gens ne savent pas quelle variété, quelles essences d'arbres ils ont sur leur domaine, quoi. Donc, dans la première étape, il est important de réaliser un inventaire, mais aussi un diagnostic partiel, parce que ça ne sert à rien d'aller comptabiliser le nombre d'arbres si on ne regarde pas en même temps et rapidement, pour le coup, dans l'état sanitaire qu'ils sont. Et la troisième partie, d'où notre rôle avec Ecoteka, c'est de géolocaliser les arbres afin de les rendre visibles sur une cartographie, que le gestionnaire ait d'un seul coup d'œil tous ces arbres sur un fond de carte. Et non pas en train de se demander est-ce qu'il y en a un dans tel endroit ou tel endroit. Lors de cet inventaire partagé, le technicien pourra voir sur plan l'ensemble de son parc et estimer une partie de ce qu'il aura à faire pour l'entretenir. C'est un début, pour moi, de plan de gestion. Voilà. De cet inventaire va découler un diagnostic, voire une expertise des quelques arbres que nous avons remarqués. Parce qu'aujourd'hui, la commune pour laquelle je suis en train de travailler, là, j'étais dessus aujourd'hui, voilà, on a commencé à travailler sur l'inventaire il y a un peu plus d'un an maintenant, où le technicien a déterminé quelques zones qui lui paraissaient plus probantes que les autres. Et naturellement, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, du suivi, on se rend compte que c'est pas quelques zones qu'il faut voir, c'est vraiment toutes les zones. Et pour la sécurité du public, je dirais surtout toutes les zones où il y a une urbanisation, que ce soit d'une maison ou un quartier de maison, quoi. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Après cette dernière phase de diagnostic, nous aurons une vue quasi parfaite du parc arboré visité. Nous aurons un nombre d'arbres par zone, donc en ville, par quartier, par rue, par parc, par jardin, enfin, etc. On aura pu déterminer les essences et les variétés. On aura aussi une dendrométrie complète, puisque quand on fait un inventaire, on prend tous les diamètres et toutes les hauteurs à minima de tous les arbres.
ce qui nous permettra d'avoir un âge approximatif du peuplement. Je dis bien approximatif parce que c'est quand même assez déterminé, assez difficile de déterminer l'âge d'un arbre, ne serait-ce que par sa taille et son diamètre. On n'est pas sur des peuplements forestiers où c'est un peu plus simple, on est sur des environnements identiques. Et de là, évidemment, on aura l'état sanitaire et l'état mécanique de l'ensemble. Donc, j'ai mis une sécurisation des lieux publics. Parce que c'est quand même une grande inquiétude des élus notamment. C'est de savoir si les branches des arbres vont casser, tomber sur l'aire de jeu des enfants, si les arbres sont en état pour tenir, ne pas casser, et tomber sur quelque endroit que ce soit, et sur des personnes, bien évidemment. À partir de ces conclusions, nous pourrons alors établir un plan de gestion. Est-ce que quelqu'un veut m'arrêter ou je continue ? Oui, moi je t'arrête, Bruno, parce qu'en fait, j'ai quelques petits éléments d'informations complémentaires en fait, qui m'intéresseraient. Quand on parle donc de gestion, on parle de prévision. Quand on parle de prévision, effectivement, est-ce que dans ces prévisions, aujourd'hui, tu es engagé sur par exemple, des problèmes de responsabilité pénale en fait, des élus ? À savoir, est-ce que dans ces prévisions, on intègre la notion de la protection du citoyen, donc la protection des biens de la commune et de la protection des biens du citoyen sur la commune ? On a de plus en plus de coups de vent, on a de plus en plus de problèmes de sécheresse, on a des arbres qui tombent alors qu'on n'a absolument justement pas de vent, certaines essences en particulier, on a des branches qui cassent dans les mêmes conditions alors qu'effectivement l'eau n'est plus présente dans les tissus du bois. Est-ce que cette notion de prévention, de sécurité, liée à effectivement une relation pénale, est-ce que c'est déjà des choses que tu as vues? Est-ce que c'est quelque chose qui engage les élus? Ou est-ce qu'aujourd'hui, à travers les services techniques, on est plus dans ce que tu expliques, c'est-à-dire une phase d'inventaire pour arriver à déterminer des zones qui vont permettre d'engager une budgétisation des opérations? Voilà. Est-ce que c'est les deux d'ailleurs? Parce qu'en fait, les deux sont liés, quoi. C'est ça. Alors, les deux sont liés parce que, en fait, dans un premier temps, alors c'est ce qui est arrivé sur la commune sur laquelle on travaille. Il y a eu un problème de chute d'arbres qui s'est terminé par la mort d'une personne. Et donc c'était dans un jardin privé en plus, là, c'était pas au niveau de la commune. Mais comme c'est une petite commune, tout le monde le sait, enfin bon, etc. Et du coup, les élus ont été très sensibilisés à ce problème. Donc ils se sont dit, si un arbre peut tuer une personne dans un jardin de notre commune, alors les arbres en milieu public peuvent aussi blesser ou voire pire, hein, comme je viens de le dire. Donc il y a ces deux notions, c'est-à-dire que si l'arbre est complètement sain, qu'il tombe et que personne n'aurait pu le prévoir, ni moi ni personne d'autre, et les plus grands experts internationaux non plus, on va dire que c'est la faute à pas de chance. Mais d'autant plus que si aucun diagnostic n'aura été fait préalablement, effectivement, les élus pourront être éventuellement, hein, là, je ne suis pas juriste, hein, accusés de négligence pour ne pas avoir suivi l'état sanitaire de leurs arbres. Aujourd'hui, je le vois aussi, depuis 2 ans notamment, j'ai de plus en plus de diagnostics à faire dans les écoles. Écoles privées, publiques, j'ai des communes qui m'appellent, j'ai des séries d'écoles à faire. Des fois, il y a 2, 3 arbres à faire dans une cour d'école. Mais c'est quelque chose qui, il y a 5, 6, 7 ans, n'était pas demandé. Donc personne ne s'en affligeait. Je pense que ça peut venir effectivement, je crois que c'est en 2016 et en 2017, il y a eu quelques accidents de chute d'arbres dans des écoles en France. C'est passé dans pas mal de journaux et je trouve que depuis, ça a donc interpellé pas mal de personnes et de responsables à ce niveau-là. Donc effectivement, la responsabilité des gestionnaires, donc pour les communes ce sont les élus, mais ça peut aller plus loin puisque
un gros travail qu'on fait aussi actuellement, ce sont dans les syndicats de copropriété. Donc là, c'est pareil, hein, certains ont des parcs assez importants. J'ai des endroits où il y a plus de 200 arbres sur un seul parc. Et donc tous les arbres ne sont pas non plus dans le même état. Donc à qui incombe la responsabilité suite à la chute d'un arbre qui peut créer quelque dégâts que ce soit. Ça aussi, c'est important pour les gens. Du coup, cette responsabilité est quelque part déléguée celui qui va faire le diagnostic et l'expertise. C'est-à-dire, c'est moi, quoi, pour le coup, là, puisque c'est moi qui parle. Mais tous les diagnostiqueurs et experts qui passent aussi également, quoi. C'est-à-dire que tu engages ta responsabilité quelque part en donnant une information qui amène à une prévention et donc qui va amener à une série de diagnostics complémentaires, ce que tu disais, puisqu'on n'a pas abordé la partie du diagnostic. Donc ta responsabilité, elle est pleinement engagée sur ce que tu vas engager au niveau de l'inventaire et après au niveau du diagnostic. Voilà. C'est un peu la différence c'est une différence importante, par exemple, avec les grimpeurs arboristes. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. Les lagueurs, j'avais fait un rapport. Donc, parce que moi, je fais des écrits. Enfin, la différence entre un arboriste grimpeur et un diagnostiqueur expert, c'est que l'un fait de l'oralité, l'autre fait des écrits. Et c'est une grosse différence, notamment d'un point de vue justement pénal. C'est que les lagueurs peuvent conseiller, enfin d'ailleurs il le doit, hein, si c'est un vrai professionnel, il doit conseiller à son client de faire telle ou telle intervention sur un arbre. Mais là, c'était lagueur-là, pour l'exemple, il est allé à l'encontre de mon avis, sans le signaler à qui que ce soit d'ailleurs, sauf au client. Donc pour le coup, c'était devenu son client, ce n'était plus le mien. Mais là, il a engagé sa responsabilité, mais cet homme-là n'a fait aucun écrit. Il s'est juste exprimé oralement. Et donc, si par la suite, parce qu'il a traité l'arbre comme lui, il avait décidé de le faire d'ailleurs, donc le client a aussi cédé à cet homme-là. Alors, j'espère que tout se passera bien dans l'avenir. Mais voilà, en tout cas, moi, quand je m'avance sur un diagnostic, je fais un dossier, je fais des écrits. Donc effectivement, si je détermine qu'un arbre est malade, qu'un arbre est creux, mais que c'est pas pour ça qu'il faut l'abattre, il faut le laisser debout. Si dans les 15 jours qui viennent, l'arbre tombe, effectivement, je suis pleinement responsable devant un tribunal en cas d'accident important, quoi. Voilà. Une autre question. Tu travailles et je le sais, avec des avocats, ou en tout cas un avocat, donc ce qui effectivement sécurise aussi cette intervention. Oui. Ça m'amène à une question par rapport à ces phases préliminaires, pour avoir ton avis sur aujourd'hui le lancement du barème de l'arbre qui a eu lieu avant l'été. Oui. Est-ce que ce genre de choses aujourd'hui est véritablement complètement intégré dans la notion des inventaires et donc dans la mise en gestion et donc dans la valorisation effectivement du patrimoine? Est-ce que pour toi c'est un plus? Et est-ce qu'au niveau des collectivités locales, on a déjà conscience de cette représentation financière, déjà de la masse végétale au niveau par exemple de l'inventaire, et après, à travers la notion des travaux engagés, de cette deuxième valorisation effectivement du patrimoine? Oui, alors aujourd'hui ça ne va que dans un sens. La valorisation, le fameux barème de l'arbre, ne va que dans un sens, c'est-à-dire qu'il sert aujourd'hui aux communes à empêcher, alors c'est peut-être une bonne chose aussi, hein, c'est une bonne chose aussi d'ailleurs, à empêcher certains constructeurs, promoteurs et voire particuliers à abattre sans raison ou sans bonne raison en tout cas, des arbres qui sont même classés en espace boisé classé. Donc le barème de l'arbre permet à ces abatteurs, on va dire, d'arbres, de réfréner un petit peu leur engouement à l'abattage quand on leur annonce des chiffres qui peuvent faire vite monter la note sur leur portefeuille, quoi. Et c'est bien dommage, donc ça reste aujourd'hui, je dirais, une simple
une simple garantie, une simple assurance pour le gestionnaire afin de défendre son bien, je dirais, quoi. À savoir, quand il n'y a pas question de confrontation avec un abatteur, là, peu de communes, enfin à ma connaissance en tout cas, peu de communes se posent cette question de connaître la valeur financière de leur patrimoine arboré. Donc cette notion d'estimation financière, pour l'instant, n'est jamais demandée. A priori. Voilà. D'accord. Ok. J'ai des problèmes de son parce que je t'entends très Essayer de mal. continuer dans le... J'ai une connexion qui est assez moyenne, je suis désolé, étant en Bretagne moi aussi, mais Ouais. sur un autre territoire. Ok. Bah, écoute, reprends le déroulé de ta démonstration et je vais continuer mes questions au fur et à mesure. Alors. Ok. Donc après cette première phase de diagnostic, je sais plus, non ça vous le savez déjà vu, je sais plus où je suis rendu du coup, je suis désolé. Ça c'était vu. Alors le plan de gestion, le plan de gestion en soi. Donc en zone urbaine, puisque là on est bien sur de la foresterie urbaine, hein. En zone urbaine, il me semble qu'un plan de gestion global ne devrait pas excéder 10 ans. Alors, je vais dire pourquoi. Et disposer de 5 ans d'avance dans certains secteurs très passagers me semble déjà élevé. Parce que euh, ayant des origines et une formation de sylviculture à la base, quand on fait un plan de gestion en forêt, on ne fait pas des plans de gestion de 10 ans, on fait des plans de gestion de minimum 20 ans et bien au-delà, entre 50 et 100 et 150 ans d'ailleurs. Pardon. Mais en ville, ça ne me paraît pas possible parce que les arbres sont beaucoup plus contraints qu'un arbre forestier, ne serait-ce que par la pollution. Et donc, faire un plan de gestion au-delà de 10 ans me paraît pas cohérent, ne serait-ce que pour revenir aux questions que tu viens de poser, Franck, pour des questions de sécurité, des questions pénales. Enfin, moi, en tout cas, je suis incapable d'anticiper le devenir d'un arbre dans une zone urbaine dans 10 ans. D'ici là, il peut y avoir eu des tranchées pour faire des réseaux. Enfin, il y a tout un tas de critères qui vont rentrer en compte là-dedans. N'empêche qu'il faut quand même en faire un plan de gestion, sinon autant ne pas en faire. Et donc 10 ans, ça me paraît une bonne solution. Et j'ai mis 5 ans de manière à ce que le gestionnaire puisse quand même avoir une vision d'anticipation sur tout ce qu'il pourra faire sur l'ensemble de son parc. Donc dès lors, il faut prendre en compte l'environnement dans lequel se trouve l'arbre. On va déterminer des plans de gestion différents et des vues différentes sur des jardins d'agrément, des aires de jeu, des arbres d'avenue, bien entendu. Je pense que c'est là le plus compliqué. Et puis sur les secteurs boisés et ou bocagés, des aires naturelles. Et là, ça va être pour l'inverse, par rapport à l'arbre devenu, ça va être un peu plus simple. Ça va être une gestion plus douce, plus naturelle. Je prends aussi toujours en compte, puisque j'ai une double formation de sylviculture et d'agronomie, je prends toujours la nature du sol en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, les gestionnaires d'arbres prennent en compte, je dirais, la partie immergée de l'iceberg, mais non pour le coup de l'arbre, donc toute la partie aérienne, je dirais du collet aux branches. Et peu ou très peu s'inquiètent de ce qui se passe au niveau du sol et au niveau racinaire, parce que naturellement, on le voit très peu. Sauf qu'une analyse de sol, c'est assez facile à faire, mais on peut détériorer son arbre comme améliorer sa santé, ne serait-ce que en travaillant et en reconditionnant son sol si nécessaire. Hop, je suis allé trop vite. Et donc, ma petite conclusion pour cette partie-là, en tout cas, c'est qu'il est attendu de pérenniser nos arbres, et en ville, c'est compliqué, et non pas de les tailler à tout prix. Parce que je pense qu'on est arrivé aussi,
pour nombre de jeunes arboristes et d'arboristes sensés, je dirais, on se rend compte que la taille systématique, j'ai pas dit drastique, j'ai bien dit systématique, c'est-à-dire tailler tous les ans à tout va à l'automne, je pense à quelques exemples, n'est pas fortuite, puisqu'on peut conserver ces arbres sans jamais les tailler. Maintenant, en ville, on taille parce que aussi on a de nombreuses autres contraintes, quoi. Donc, aujourd'hui, en France, on se rend compte tous les jours, il ne serait-ce qu'il suffit de regarder tous les réseaux sociaux qui tournent autour de l'arbre, les vieilles habitudes, et puis moi je vois aussi tous les jours de la taille systématique, les grosses tailles en tête de chat, les tailles, on taille tous les ans au même endroit, voire on retaille un peu plus bas parce qu'il y a eu plein de rejets, et donc on va redescendre 10 cm plus bas, ça ira plus vite. Voire, j'ai même vu tailler des branches d'érable tellement souvent qu'il les faisait au taille-haie. Donc c'est absolument improbable, mais ça existe, faut le savoir. Donc il faut tenir en compte, je dis bien, des vieilles habitudes, j'ai pas dit qu'elles étaient bonnes, et les bouleverser en plusieurs étapes. Donc là, il faut travailler en lien systématiquement avec les responsables espaces verts, les techniciens espaces verts, quelle que soit la taille de la commune et l'importance de la commune. À eux, après, à faire remonter les informations auprès des élus. Je sais que c'est pas toujours chose facile, mais en tout cas, c'est leur rôle. Après, peut-être nous aussi, mais dans l'immédiat, moi, il me semble que c'est surtout aux responsables techniques de faire ce travail-là. Pour le coup, ce qui sera important, c'est de rétablir des coupes drastiques par des coupes de reformation, si possible, parce que certains arbres sont dans de tels états qu'on est obligé de continuer la méthode d'application faite depuis une dizaine d'années, jusqu'à ce que l'arbre soit complètement dépéri, pardon. Amener le gestionnaire à faire des contrôles de sécurité réguliers et simples. Ça, c'est quelque chose que je trouve important. Il ne faut pas attendre que le diagnostiqueur, l'expert, voire l'élagueur, interviennent pour signaler quelques branches cassées, une nécrose importante dans un arbre, etc. Il y a des choses très simples à voir, et je me rends compte que souvent les responsables espaces verts ont l'habitude de gérer justement les espaces verts. Donc ils voient à leur niveau, c'est-à-dire les gazons, les arbustes, la strate herbacée, on va dire, la strate basse. Et ils ont très peu l'habitude de marcher la tête en l'air. C'est pas pour être dans la lune, c'est vraiment pour lever les yeux et regarder ces arbres dans leur ensemble. Et chaque fois que je sors avec un technicien, en marchant systématiquement, je vois tout un tas de détails qui sont grossiers, hein, pas des choses que le diagnostiqueur va aller chercher, hein, va fouiner, des choses faciles à voir, et à chaque fois les gens font « Ah oui, tiens, on ne l'avait pas vu. » Donc c'est apprendre aux gens à se promener dans leur parc et à regarder leurs arbres dans leur globalité. Ça fait partie, je pense, d'une première façon de gérer son parc et de gérer ses arbres. Un autre point, c'est libérer l'arbre par des tailles nécessaires et uniquement nécessaires. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le port libre est quand même l'idéal pour un arbre. Alors évidemment, les arbres d'avenue, c'est un autre problème, mais parce qu'il y a des problèmes de cohabitation, bien évidemment. Mais pourquoi pas, on n'est pas obligé de faire une taille en rideau dans toutes les avenues pour gérer les abords des fenêtres et des habitants qui sont à 3 ou 4 mètres, de là. On peut très bien avoir, à ce moment-là, il faut aussi choisir les essences préalablement, mais là on parle de peuplements qui ont 20 ou 30 ans, donc les arbres sont installés, après le remplacement ce sera encore autre chose, quoi. Et d'autant plus que si on est sur des tailles, sur des ports libres ou semi-libres, donc avec des tailles d'allègement, de reformation, quelques tailles d'éclaircie,
ces tailles-là vont revenir moins souvent dans le temps. Et forcément, on ne va pas tailler l'arbre tous les ans, ni tous les 2 ans, ni tous les 3 ans non plus, sans doute. Et du coup, on va aussi permettre à la commune de diminuer ses budgets en élagage et ne faire que ce qui sera nécessaire vraiment à faire. Parce qu'on se rend compte que là, dans certaines communes, il y a des budgets élagage et abattage, hein, tout ça va un petit peu ensemble pour le coup, des budgets qui sont énormes à faire et du temps à passer. Alors dans les petites communes, c'est souvent justement les services techniques qui font les tailles. Et justement, pour aller plus vite, ils font des tailles en tête de chat, comme j'expliquais il y a 2 minutes, un petit peu n'importe comment. Et puis comme ils reviennent tous les ans, ils sont obligés de recommencer le truc tous les ans, comme si c'était nécessaire de le faire tous les ans. Mais ça aussi, c'est une pédagogie qu'il faut bien expliquer. Pourquoi ne pas revenir sur son arbre? C'est pas les vieilles haies de laurier et palme ni de tuya qu'on trouvait il y a 20 ou 30 ans dans les lotissements. Et ensuite, protéger les pieds et les collets d'arbres par des interventions de négligence des espaces verts. Donc je reviens moi sur ma base, là, sur le sol. Ça c'est pareil, on fait dépérir nos arbres dans les parcs et jardins par des interventions au niveau de l'entretien des gazons, de la négligence de la part des entreprises qui viennent faire les entretiens et des services techniques aussi. Donc les pieds des arbres sont régulièrement, les collets sont régulièrement tapés par les tondeuses, par les rotophiles, et après on s'étonne qu'il y ait tout un tas d'entrées de champignons et dans un avenir relativement court, on voit son arbre pourrir, dépérir, casser, enfin, etc. Vous connaissez tous les problèmes que ça induit à suivre, bien évidemment. Voilà. Question, peut-être. Quelques petits retours en arrière, Bruno, oui. Pour engager effectivement ces opérations d'inventaire et donc de mise en place d'un plan de gestion. Aujourd'hui, on a arrêté de travailler sur le papier. Donc, quelle est la jonction entre les outils qui sont aujourd'hui utilisés via l'informatique et les SIG des collectivités locales? Est-ce que ça pose problème? Quel est le raisonnement lié à l'inventaire pied à pied avec le positionnement GPS? Des problèmes, ce sont des problèmes que vous rencontrez, vous, en tant que gestionnaire, expert sur le terrain. Comment ça se passe? Et ça m'amènera à une autre question derrière. Alors effectivement, c'est une très bonne question et c'est aussi pour ça qu'on travaille en partenariat avec Natural Solutions depuis plusieurs mois et sur le projet Ecoteca plus en détail. Effectivement, il y a quelques années en arrière, et il n'y a pas si longtemps que ça, les arbres étaient répertoriés sur des cartes papier. Alors c'était souvent juste, hein, les gens qui le faisaient consciencieusement, mais c'était assez lourd à gérer, je dirais, quoi. Et puis se balader dans un parc avec une carte en format A0, ça devient très compliqué. Il suffit qu'il y ait du vent et qu'il pleuve, ça devient impossible, quoi. Donc le format data devient très intéressant parce que effectivement, beaucoup de communes, quelle que soit leur taille là, pour le coup, puisque la commune pour laquelle je donne l'exemple depuis tout à l'heure, hein, c'est une commune de 4000 habitants, donc c'est pas non plus une mégalopole, hein, est équipée d'un SIG, et donc le fait d'inventorier, de repérer et géolocaliser chaque arbre avec sa tablette, et de mettre tous ces arbres sous SIG va être un gros atout et pour moi, en tant que diagnostiqueur, parce que c'est aussi beaucoup plus pratique, mais surtout, puisqu'on travaille pour les gestionnaires, surtout pour eux, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais dans une des premières pages, pardon. C'est que la personne va ouvrir son écran et en un clin d'œil, il aura tous ses arbres, toutes ses essences et tous les problèmes qu'il y aura, ou pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas forcément des problèmes, mais bon, il aura son parc en un clin d'œil et tout ce qu'il aura à faire dessus ou pas, quoi.
Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond bien évidemment à la question, ce qui m'amène une autre question, en fait. Le problème de la gestion, c'est le suivi de la gestion, donc c'est le suivi de l'inventaire. Et à partir de là, ça m'amène justement dans cette notion de suivi de l'inventaire, c'est quelle est la redondance et la continuité de l'intervention du gestionnaire ou de l'accompagnant qu'un expert peut être pour une collectivité territoriale. C'est-à-dire que, est-ce que tu es engagé sur des opérations qui ne t'amènent à voir les arbres aussi bien en été qu'en hiver, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas du tout voir les mêmes choses. Et donc, est-ce que ça, c'est pris en compte au niveau de ces informations qui vont être informées, répertoriées, détaillées au niveau effectivement de l'inventaire? Et à partir de là, est-ce qu'il y a une véritable prise en compte dans ces inventaires qui amènent à de la gestion, donc du diagnostic? Est-ce qu'il y a une réelle prise en compte justement de la différenciation par les gestionnaires entre les travaux d'été et les travaux d'hiver? Deux questions différentes mais qui amènent au même endroit, c'est-à-dire c'est le suivi des interventions, donc le suivi des opérations, le suivi de la gestion et de l'inventaire pour amener justement vers une véritable identification et réponse en fait aux réelles contraintes qu'on retrouve en ville. Alors absolument, et d'ailleurs alors je dirais je deviens à partir d'un moment assistant maître d'ouvrage, même si on n'est pas sur des travaux de construction, mais bien de suivi des arbres, parce que dans beaucoup d'endroits aussi, les gestionnaires d'espaces verts sont des jardiniers, des paysagistes, et pas forcément des arboristes spécialisés. Alors ils ont toutes les notions du végétal, c'est quand même assez facile de travailler avec un paysagiste. Mais donc je parlais de la vision de comment regarder un arbre et comment regarder un espace vert, c'est complètement différent. Donc à partir de là, effectivement, moi je deviens un accompagnant où je fais des interventions à la journée, où je vais guider entre guillemets un technicien, un responsable espace vert. On fait ensemble, on passe ensemble une journée, voire plus. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On a passé 2 jours ensemble à faire le suivi de tous les arbres. Donc là, c'est intéressant parce que ça sert aussi de formation. Et pour la notion de gestion, c'est pareil. Il y a une formation maintenant et ou une information. C'est-à-dire que je l'ai dit à un moment donné, on fait la taille systématique tous les automnes ou tous les hivers. Voilà, et puis ça s'arrête là. Voilà. Et donc, quand je note dans mes diagnostics taille en vert, j'interpelle de nombreuses personnes. Donc, j'explique pourquoi on fait de la taille en vert, puisque si on fait de la taille, on va dire, douce ou de la taille raisonnée, pour rester dans des termes assez génériques, la taille en vert, fin de printemps, milieu d'été, ça interpelle tout le temps. Mais rapidement, les gens se rendent compte qu'en faisant ça, ils améliorent, je dirais, la durabilité de leurs arbres, ils diminuent leurs interventions et le coût de leurs interventions. Ils choquent moins les gens aussi, parce que on est quand même... il y a de plus en plus de personnes, alors grâce ou à cause des réseaux sociaux, là encore, je ne sais pas, et je ne serai pas là ce soir pour le dire. Beaucoup de gens interpellent nos élus, nos techniciens, voire les entreprises d'élagage, pour dire pourquoi vous avez taillé comme ci, comme ça. Enfin voilà, donc là il faut faire très attention. Et quand on intervient sur de la taille raisonnée, de la taille douce, la taille à l'anglaise, enfin on pourra trouver tous les termes que l'on veut, au milieu de l'été, quand on fait les tailles qu'il faut. Donc les gens voient les arboristes travailler, mais le lendemain, ils ne voient plus l'intervention. Et ça, c'est un gros point sur lequel j'insiste régulièrement dans tous mes dossiers, oui, effectivement. D'accord. Donc, pareil, une question simple ce jour dans les opérations de gestion
ou tout cas d'inventaire que tu pratiques, qui vont passer sur directement de l'informatique, enfin de la gestion pied à pied avec du SIG. Est-ce qu'aujourd'hui, ton temps est plus tourné et orienté vers du travail papier que du travail informatique? C'est moitié-moitié, je dirais. Moitié-moitié. Donc, on est arrivé maintenant à faire du travail informatique donc sur le terrain. Si on a un bon déroulé, je dirais une mise en forme informatique qui a été bien préétablie au départ, on gagne du temps de façon très importante sur le terrain. Aujourd'hui, avec les outils que moi j'avais, jusqu'à présent, je gagnais pas forcément du temps pour la remise en forme de tout ça au bureau. Et c'est sur ce point, puisqu'on est là aussi pour parler d'Ecoteka, c'est sur ce point que j'insisterai dans la finalité de la mise en forme, sur l'outil qu'on est en train de mettre en place ensemble. C'est d'avoir une forme et un menu qui nous permettent de sortir un dossier clair, concis et rapide pour le client et pour le gestionnaire et pour le diagnostiqueur, pour le coup là. Ça permettra deux choses. Ça permettra aux diagnostiqueurs de travailler plus rapidement. Donc du coup de faire plus d'interventions et du coup d'être moins cher lors de ces interventions. Donc moins cher du coup de diminuer les coûts de ces interventions. Moins cher, c'est pas le terme approprié, mais de diminuer le coût de ces interventions, de diminuer les coûts de facturation aux clients. Parce que l'objet d'un plan de gestion global est bien aussi, dans sa finalité, est bien aussi de diminuer tous les coûts, quoi. Parce que si on a une enveloppe de 10 000 euros par an, parce que tous les ans on décide de tailler l'avenue du Général de Gaulle en tête de chat, qui ne sert strictement à rien qu'à détruire les arbres, ça fait quand même 10 000 euros je dirais, entre guillemets, de jeter par les fenêtres, quoi. Donc, on peut tout à fait aussi bien, sans doute, mettre ces 10 000 euros là tous les 3 ans, ce qui fait que ça fait plus que 3 000 euros par an, quoi. Donc, il serait temps, je pense, moi je le dis là en tant que contribuable, pour le coup, il serait temps d'y penser, quoi, et de mettre ça en place. Ok. Tu avais d'autres slides à nous présenter pour le dérouler? Peut-être il m'en reste un, du coup, je ne sais plus. C'était la notion de budget, d'ailleurs. Voilà, je crois que ça va être terminé. Et donc, sauf intervention d'urgence, un arbre cassé par une tempête, le budget de la commune par le plan de gestion permet d'anticiper les coûts d'une année sur l'autre. Bon, c'est un petit peu, je me répète un peu là. Le technicien saura alors, j'ai fait une faute, désolé, évaluer le plus justement possible l'enveloppe nécessaire pour l'année N+1, ce qui est impossible à faire quand on ne fait pas de plan de gestion. Sinon, de faire des enveloppes à peu près et à vue de nez. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça non plus, quoi. Son objectif sera de tendre à faire diminuer ses coûts du fait de la bonne connaissance des arbres de son parc et de leur état de santé. Améliorer son cahier des charges pour les interventions d'élagage. Ça aussi, c'est important. Parce que là en ce moment là je suis en train de préparer un marché d'élagage avec une commune, donc je prépare le CCTP par rapport au plan de gestion que moi j'ai fait, bien évidemment. Donc c'est pas on va pas être sur des interventions de type comme on voit souvent, les arbres de telle hauteur, tel machin avec une taille de réduction, les arbres de telle hauteur avec une autre taille. Non, donc là ça va être un CCTP justifié par rapport au plan de gestion et pas des généralités qui encore coûteront cher. Alors les élagueurs ne seront pas contents de m'entendre peut-être, ou certaines entreprises, mais en tout cas, il faut qu'ils se rappellent qu'eux aussi sont des contribuables à un moment donné, quoi. Une taille d'allègement et de formation faite dans les règles de l'art et à la bonne période,
Donc je revenais à ce que tu disais, Franck, tout à l'heure, c'est-à-dire ou l'été, ou l'hiver, ou l'automne, enfin en tout cas à la bonne période par rapport à ce qu'on attend, quoi. Permettra de gagner en santé de l'arbre et donc de diminuer les interventions et a fortiori les coûts à la charge du contribuable. Alors, ne pensez pas que je fasse de la politique là ce soir, mais ça me paraît quand même important de le signaler. Voilà. Je reviens. Très bien, merci. Merci Bruno. Merci Bruno pour toutes ces informations. Je J'avais vous en quand même prie. encore une petite question en fait, parce que Bien je sûr. suis spécialiste de la question. Ouais. On voit en ce moment beaucoup de collectivités locales engager des grosses opérations et des grosses opérations de communication liées à d'énormes opérations de plantation. Oui. 50 000 arbres par-ci, 20 000 arbres Oui. par-là, 130 000 sur 5 ans par-ci. Comment est-ce que déjà toi, en tant que gestionnaire, tu vois ça arriver dans la gestion effectivement des espaces publics? Et à partir de cette notion de gestion d'espace public, c'est comment effectivement ces arbrisseaux, on va dire, ces espaces vont être gérés, et est-ce que effectivement demain, il n'y a pas lieu de créer dans un programme effectivement d'inventaire la mise en place tout de suite de la vision de ces arbres-là pour les suivre du mieux possible et éviter qu'on ait de fortes déperditions sur les quelques prochaines années, quoi. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, c'est ce que je fais là, je suis en train de finaliser un plan de gestion actuellement, là, et c'est ce que je prends en compte, c'est-à-dire le remplacement des arbres que je vais devoir faire abattre, parce que je fais abattre des arbres aussi, hein. Je ne suis pas un ultra ayatollah il faut laisser l'arbre debout absolument. Mais par contre, je mets des programmes de plantation derrière. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, alors qu'on plante 50 000 arbres, 100 000 arbres, que ce soit justifié, il faut que ce soit justifié, justement. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de voir aussi, c'est qu'on est dans une mode qui est apparue il y a quelques mois, de l'écologie à tout va dans les villes, et donc on plante des arbres. Et donc on plante des arbres, 50 000, on est sur la mode de la forêt de Miyawaki, je ne sais plus exactement le nom du japonais. Je vois des gens qui n'ont pas plus de compétences que ça dans le milieu de l'arbre, de la forêt et même des espaces verts. Mais comme c'est la mode et que ça fait bien et qu'on dit que ça va absorber du carbone, on y va à fond. Et effectivement, encore une fois de plus, là on le voit bien, il n'y a pas de perspective d'avenir. On plante maintenant tout de suite, quelles que soient les essences, dans n'importe quel sol aussi. Puisque j'ai vu plusieurs exemples passer sur les journaux de 20h et de 13h, enfin plus de 20h, parce que 13h, j'ai pas trop le temps, à la télé, où on plante tout, partout. Et j'ai eu une intervention avec des architectes paysagistes il y a très peu de temps. C'était un gros différentiel qu'il y avait entre nous. On n'est pas, jusqu'à présent, les architectes faisaient du paysage pour que ce soit beau, et tant mieux, c'est pas le problème, mais mettaient n'importe quelle essence, n'importe où, sans avoir de perspective d'avenir sur 20 ans. Là, on n'est pas sur 60 ou 70 ans, sur 20 ans. Donc, effectivement, on se retrouve avec des essences où ont une croissance rapide sur des arbres de haut jet qui sont placés dans des endroits ridicules, des cours qui font 15 mètres carrés, alors qu'on sait qu'au final, l'arbre aura un houppier qui aura développé 100 mètres carrés, fera 25 ou 30 mètres de haut. Et là, on va dire, bah oui, mais il faut les laguer. Alors, il faut les laguer, donc on va faire une grosse taille de réduction. Et là, c'est pareil, on va planter 50 000, 100 000 arbres. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu encore plus que ça. J'ai entendu personne parler d'avenir concernant ces 50 000 arbres-là. Alors, peut-être que c'est justifié. Il faut savoir quand même que en milieu forestier de production, donc là, je diverge complètement par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, mais la densité de plantation, pour faire une forêt de production, du pin maritime par exemple, du chêne sessile également, on est sur 1600 arbres à l'hectare, en moyenne. Donc on voit bien que si on fait un rapide calcul, 50 000 arbres divisé par 1600, ça correspond à 31 hectares. Mais on ne va pas trouver ces 50 000 arbres là, sur 31 hectares dans la commune. C'est ce qu'on a bien compris. Donc on va être sur des surfaces beaucoup plus petites.
Donc on aura forcément des problématiques de développement de ces arbres. Alors soit ils vont pousser tout droit, soit ils vont pas pousser du tout. Est-ce que les problématiques agronomiques de sol auront été prises en compte et tout ça? Ça, ce sont des questions que je pense au niveau national, il sera temps et rapidement, il sera temps de se poser parce que sinon, je reviens encore sur mes budgets, moi, on va me traiter d'avare à la fin, mais pas du tout en fait. On va encore dépenser de l'argent parce que on aura cru que quoi. Donc je trouve qu'il y a plus aujourd'hui ce bon sens, ce qu'on appelait avant le bon sens paysan. Il n'y a plus ce bon sens, il n'y a plus cette approche du vert, du végétal, de l'arbre. On fait tout précipitamment. Enfin, planter des arbres, c'est pas aller jouer et échanger sur Internet. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Mais donc, ça sous-entend qu'à ce jour, on peut considérer qu'un module spécifique serait envisagé ou envisageable, en tout cas, dans ce que vous allez, de ce qui va être mis en place, en tout cas, dans ce que tu préconises. Ah ben, ce sera très bien. Ce serait très bien, oui, effectivement. Oui. D'accord. Ok, oui. Très bien. Merci Bruno. Je vais reprendre la main parce que pas mal de questions sont arrivées et qui Bien sont sûr. dans mon timing, effectivement, Ouais, des questions très intéressantes. de présentation. Donc, c'est exactement, c'est parfait comme ça. On aura un temps d'échange, si vous le voulez bien, après mon intervention, pour justement pouvoir, comme ça a été fait la dernière fois, échanger de manière libre entre nous. Donc, retenez-vous un petit peu et derrière, on va pouvoir en parler très, très simplement. Voilà, je vais donc prendre la main en vous expliquant un petit peu où on va. Alors, est-ce que c'est bon à l'écran? Non, c'est en train d'arriver. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, on voit bien. D'accord. C'est parti. Donc voilà. Donc dans l'idée, à travers l'ensemble des questions qui ont été posées, je voulais revenir sur à la fin l'intervention de Bruno et la manière dont nous envisageons et nous avons envisagé effectivement de travailler. Effectivement d'un travail de fond qui va répondre à l'ensemble de ce que j'ai pu voir comme questions à arriver. La première partie que Bruno abordait, effectivement, était une notion d'inventaire et moi je voulais venir avant l'inventaire, puisque au sein des collectivités territoriales, le souci d'aujourd'hui, à travers l'ensemble de ces plantations qui arrivent et l'ensemble justement de la partie culturelle de la présence de l'arbre dans la ville, il est important de créer un lien entre les services techniques, le citoyen et en même temps les élus. Donc on a voulu effectivement se positionner de ce côté-là pour participer à des travaux, on va dire, très clairs et très concrets sur le terrain, et de proposer une solution gratuite, une application, en fait, qui va permettre de mettre en lien les citoyens avec les services techniques de telle sorte à remonter les informations. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une scission, quand même souvent, entre les désirs des uns de pouvoir participer à la vision de leur arbre dans leur ville de manière cohérente et la contrainte des autres qui est de courir dans tous les sens pour arriver à résoudre les problèmes du quotidien et surtout les problèmes d'après-demain. Donc cette notion d'application, en fait, elle va justement être mise en place pour créer ce lien, c'est-à-dire avoir une application simple, utilisable sur un smartphone, qui pourra effectivement remonter des informations à travers de menus déroulants, qui vont montrer un certain nombre de contraintes et aider en fait rapidement les gens à mieux prendre conscience de ce qui se passe sur leur ville, des contraintes qu'ont les arbres dans leur ville, des chocs qu'ils subissent au niveau du collège, justement dans certains cas liés au parking des voitures, des problèmes de contraintes de fil et de réseau, des problèmes de proximité effectivement de façade, des problèmes de casse, enfin tout ce qu'au quotidien en fait on voit, nous, en tant que professionnels, que les professionnels voient, mais que globalement en fait les gens ne voient pas ou voient si peu qu'ils en ont vraiment besoin d'être informés. Donc cette application en fait va vraiment être le début du programme que Ecoteka est en train d'engager et le début, nous, en fait, en tant qu'Arbre et Patrimoine, de notre participation à l'ensemble de cette relation, de cette cohésion que nous espérons pouvoir mettre en place entre les collectivités locales et effectivement le citoyen. De ce premier axe, on arrive sur les inventaires dont on parlait et à travers ces inventaires, en fait, on va retrouver là aussi deux choses complètement différentes.
La partie dédiée aux citoyens, de nombreuses communes demandent effectivement aujourd'hui aux citoyens de participer aux inventaires et donc de faire des relevés. Et à partir de là, on sait aussi bien que ces informations-là sont relativement disparates, mal centrées. Peu de citoyens ont la connaissance des essences qu'il y a sur leur ville. Donc l'idée là, ça va être un accompagnement pour être dans la logique du suivi avec Protect Arbre et donc de pouvoir évoluer et de faire évoluer effectivement l'ensemble de ces actions. Il se trouve que de nombreuses collectivités territoriales engagent aujourd'hui, on va dire, des collectifs liés à l'arbre, des rassemblements de citoyens liés à ces sujets-là, des assemblées permanentes qui sont constituées effectivement pour porter des discours, pour créer de la cohésion et de l'échange. Donc là, on veut nous accompagner à travers cette notion d'inventaire, en tout cas, ces actions citoyennes, ces actions collectives engagées sur le terrain. Ce qui nous amène à vraiment une double vision entre la vision du professionnel, comme effectivement l'a dit Bruno, qui va engager, on va dire, une vision de l'arbre individu, positionné avec un point GPS, répertorié par le biais effectivement derrière d'un SIG, pour avoir effectivement derrière, et là on aborde le deuxième sujet, une fiche beaucoup plus technique, qui va nous permettre d'engager du diagnostic, et donc d'avoir une vraie fiche d'identité du sujet, qui va nous permettre au fur et à mesure d'engager sa gestion, c'est-à-dire l'engagement ou non des travaux qui seront à réaliser dessus, et donc derrière, de la budgétisation de ces opérations sur le long terme. Donc l'état d'esprit est bien d'avoir un fil conducteur au fur et à mesure effectivement de ces évolutions, et l'ensemble des actions que nous comptons mener à ce sujet, avant d'arriver à la notion du programme de gestion, est déjà d'élaborer ce travail d'inventaire, ce travail de cartographie en fait des territoires, des collectivités territoriales, mais en même temps des parcs, qu'ils soient dans certains cas privés ou publics, pour arriver à avoir cette identification qui va nous permettre de travailler, qui va permettre surtout à tout le monde de travailler. Donc dans le courant de l'année 2021, on va structurer des groupes de travaux qui vont, par catégorie, on va dire, socio-professionnelle, c'est-à-dire par groupe de travail qui sont vraiment, on va dire, assez cohérents par rapport à leurs connaissances et à leurs compétences, que ce soit en urbanisme, que ce soit en aménagement du paysage, que ce soit effectivement en problème de voirie, que ce soit dans l'arboriculture d'ornement, que ce soit sur la pépinière, de travailler par groupe, de telle sorte à faire évoluer notre vision, c'est-à-dire faire évoluer la vision de qui? Des gens qui vont construire le programme, puisqu'on a en face de nous quand même que des informaticiens, et à qui il va falloir transmettre en fait la vision la plus exhaustive pour construire le programme le plus participatif. Et du coup, l'état d'esprit. Franck, je me permets de rajouter quelque chose sur ça pour la petite histoire. C'est lors d'un atelier et d'un groupe de travail que Natural Solutions avait organisé par rapport à l'inventaire et à créer en fait une base de données pour énoncer les données attributaires de l'arbre urbain, qu'on s'est un petit peu rencontrés avec Bruno et Franck et qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà, c'est ça, absolument. C'est comme quoi, de temps en temps, récupérer une information au vol sur Internet a du bon. Donc voilà, merci Manon. Effectivement, il suffisait de le rappeler, puisque tout ça vient du fait que nous avions participé effectivement à un call que vous aviez créé, et en se greffant dessus, on a continué à travailler un petit peu plus encore ensemble, et pour arriver à trouver aujourd'hui une espèce de vision plus large et plus dense. Voilà. Donc je reviens un peu au fil de mon information. Donc derrière, bien évidemment, une fois que cette notion d'inventaire est organisée et structurée à travers des outils, puisque là on parle quand même bien aussi d'outils, on va engager la notion de la gestion, et cette gestion, elle tient compte effectivement de deux éléments qui étaient relevés par M. Kraft tout à l'heure dans les questions, à la fois la notion du diagnostic, la fiche descriptive, c'est-à-dire le diagramme de l'arbre, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser l'ensemble des outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour arriver à diagnostiquer correctement l'arbre et donner le maximum d'informations dessus, avec toujours cette constance qui est de dire est-ce que ce travail sera suivi dans le temps, car au même titre que tout à l'heure nous parlions de plantation, planter c'est bien, mais la notion d'entretenir c'est quand même beaucoup mieux. Et donc tout ce sujet, ça va être justement d'engager cette vision sur le long terme du diagnostic pour pouvoir après effectivement amener la gestion budgétaire et la planification des travaux, puisque au milieu de tout ça, nous parlons quand même bien effectivement de budget annuel engagé par les collectivités territoriales, et surtout, derrière, de retour d'information vis-à-vis du citoyen. Et là, on rentre dans
le retour à la première dimension, c'est comment faire redescendre de l'information sur la constitution et la structuration de ce patrimoine, de telle sorte à faire évoluer, je dirais, et acculturer l'inconscient collectif ou le conscient collectif, effectivement, du citoyen pour beaucoup plus travailler sur le long terme et beaucoup moins travailler sur des opérations drastiques, comme on peut le voir depuis de nombreuses années. Donc voilà un peu l'état d'esprit, en tout cas, qui est en train de se structurer. Cette démarche, elle va amener un webinaire technique par mois, qui vont suivre effectivement les 2 premiers que nous avions organisés, où nous allons aller interviewer des gens, des personnes, des spécialistes, chacun dans leur domaine, chacun dans leur secteur d'activité, pour pouvoir faire remonter le maximum d'informations. Donc ça, c'est le travail effectivement du journal de Art et Patrimoine, que d'aller chercher, de concerter et de faire remonter l'information. Dans ce même laps de temps, nous allons réaliser et organiser, en espérant effectivement que la Covid ne va pas continuer de nous poser trop de problèmes, 4 conférences dans l'année, des conférences physiques. La première serait réalisée à Bordeaux. La deuxième serait réalisée en Bretagne, dans le parc qui accueille à ce jour effectivement Art et Patrimoine, qui est le domaine du Montmarin, en Bretagne, qui est le parrain effectivement de l'organisation de notre vision de l'arboriculture d'ornement aujourd'hui en France. Donc on est heureux qu'ils puissent nous accueillir et c'est un juste retour des choses dans la gestion en même temps d'un parc classé monument historique par un jeune homme qui est en train d'en reprendre effectivement la direction. La troisième conférence serait à Grenoble et nous finirions par, la retranscription de l'intégralité de ces opérations durant Paysalia, donc en novembre et décembre 2021. Voilà. Ça, c'est vraiment notre trame. Au fur et à mesure de l'ensemble des avancées, effectivement, de nos travaux, ils seront bien évidemment disponibles, et puisque l'état d'esprit est d'être collaboratif, donc c'est-à-dire de vraiment donner accès aux informations aux gens et de pouvoir travailler justement par collège effectivement de sachants pour pouvoir vraiment faire évoluer tout le monde de la manière la plus correcte possible. Donc voilà un petit peu notre première trame. Et je voulais surtout continuer parce que sur la version un peu finale, puisque se positionner aujourd'hui dans la gestion de l'arbre urbain nous amène à aussi travailler sur les technologies, les hautes technologies. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était avec des papiers et des crayons et on regardait. Donc c'était vraiment des compétences et des connaissances basées sur des savoirs qui étaient emmagasinés au fil des années. Je crois que Bruno a plus d'aujourd'hui 20 ans, 25 ans ou 30 ans d'expérience dans ce domaine, donc ça ne s'apprend pas en 2 jours. Pour ma part, j'ai commencé en 1979, ça commence à faire maintenant quelques années. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'avantage aussi d'avoir énormément de technologies à disposition qui vont nous permettre de gagner du temps dans le diagnostic de masse, et en même temps la possibilité d'avoir des cartographies de plus en plus précises, et à travers ces cartographies de pouvoir donner le maximum d'informations. Donc en parallèle de ce travail que nous organisons sur le terrain, nous sommes déjà en lien avec des pilotes de drones pour arriver à avoir effectivement des travaux beaucoup plus rapides, je dirais, dans le survol et des rues, et des villes, et des parcs, pour avoir des cartographies beaucoup plus précises. Nous sommes aussi en train de travailler sur la notion effectivement de la réverbération, des îlots de chaleur, de regarder ce qui se passe au niveau des atteintes physiologiques, de regarder les différenciations de couleurs qui nous permettent de compléter des diagnostics physiques qui seraient faits au sol, et de travailler sur, là aussi, de la cartographie satellitaire pour arriver à aller plus loin. Donc, vous voyez, l'état d'esprit de ce démarrage, en tout cas, est bien de regarder très loin devant nous, mais avec des visées très, on va dire, pragmatiques, pour qu'au terme de l'année qui va s'écouler, nous ayons déjà énormément de choses à proposer, à présenter, pour arriver à faire évoluer et proposer des évolutions à l'intégralité des professionnels de l'arboriculture d'ornement en France, et des collectivités, et des paysagistes, et des architectes paysagistes, des gestionnaires du patrimoine urbain, mobilier et autres. Voilà ce que je voulais pouvoir vous présenter ce soir, en complément de l'information qui était donnée par Bruno.
Manon, Oui. si tu veux reprendre. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Franck et merci beaucoup Bruno pour cette très bonne mise en bouche et voilà ce programme qu'on va dérouler Merci. tout au long de l'année. C'est vraiment un plaisir en tout cas d'engager ce travail sur l'arbre. Nous à Natural Solutions, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est pas pour rien qu'on est sur ce projet Ecoteka et qu'on essaye vraiment d'imaginer cette communauté autour du projet. Et donc, bah voilà, j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je pense qu'on peut clôturer le webinaire, mais on s'était dit qu'on prendrait un petit temps, Bruno, Franck, s'il y en a qui veulent rester et poser peut-être quelques questions en plus. Donc, ce que je propose, Franck et Bruno, si vous êtes d'accord, c'est que les personnes lèvent la main et on leur donne la parole directement plutôt que passer par le chat. Je pense que ça peut être sympathique Moi, de se parler. Je voudrais répondre à Monsieur Tristan Kraft là. Ouais. Il m'a posé une question parce que je le vois maintenant à 18h18. Vous passez de l'inventaire directement au plan de gestion. Alors non, effectivement, il explique très très bien les évolutions entre l'inventaire et le plan de gestion. Il y a toute une panoplie de diagnostics. Je l'ai évoqué, tous ces diagnostics. Alors effectivement, c'est condensé parce que sinon, on pourrait faire un webinaire de 3 heures, ça poserait aucun problème. Mais effectivement, il a tout à fait raison. Je passe bien de l'inventaire au diagnostic. Alors j'ai plus les termes que j'avais évoqués tout à l'heure. Je peux le reprendre rapidement. Ça doit être au début. Nous aurons une vue quasi parfaite. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Inviter les gestionnaires. Tac, tac, je ne sais plus où c'est maintenant. Mais effectivement, pour moi, c'est évident aussi. C'est de l'inventaire, je passe au diagnostic et à l'expertise. Et ensuite, une fois que j'ai expertisé, diagnostiqué mes arbres, fait tous les tests nécessaires sur tous les arbres, enfin, ou en tout cas tous ceux qui demandent à une expertise complémentaire, ce sera fait. Et à partir de là, je fais un plan de gestion. Je passe pas, bien entendu, de l'inventaire simple, partiel, au plan de gestion. Ce ne serait pas cohérent. Voilà. Et j'ai oublié, il y avait une question aussi de Flo, je pense que c'est Florent Courlivant avec qui j'ai échangé sur donc les éléments de prise en compte dans les plantations actuelles. Donc on avait évoqué ça avec lui. Et donc quels peuvent être les éléments dans Ecoteka à mettre en avant pour lier la plantation aux arbres de demain. Donc nous, ça c'est quelque chose sur lequel on espère pouvoir travailler pour aller sur Ecoteka, pas un simple outil d'inventaire et de gestion, mais aussi un outil de recommandation, donc en lien avec les changements climatiques. Voilà, ça aussi, c'est une notion qui va être très très importante maintenant. J'ai évoqué à un moment donné, vers la fin, le travail en partenariat avec les architectes paysagistes, notamment les urbanistes, les paysagistes. C'est vraiment de faire des choix judicieux à partir d'aujourd'hui, de planter les bons arbres aux bons endroits et de tenir en compte effectivement de ces variations climatiques qu'on aura dans les années à venir. Malheureusement, on va être de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Donc, ce ne sera pas nécessaire de planter des Douglas au milieu de la garrigue. Dans l'Hérault, ça ne marchera pas, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que la notion vraiment de planter aujourd'hui le bon arbre pour l'avenir de cet arbre, et l'avenir du paysage aussi d'ailleurs, plutôt que de planter un arbre pour avoir un aspect esthétique immédiat, il faudrait que les architectes, les promoteurs aujourd'hui travaillent sur cette notion vraiment, quoi, et qui travaillent en partenariat avec nous, avec les paysagistes, les pépiniéristes, enfin avec des gens qui connaissent bien leurs arbres, quoi. Et la notion d'esthétique viendra de toute manière. Un arbre, quoi qu'il en soit, reste un beau végétal, mais encore faut-il lui laisser les moyens de se développer correctement, quoi. Oui.
Il y a d'autres questions qui me sont un peu plus adressées. Alors déjà, Olivier parlait du fait que vous pouvez déjà nous aider à compléter l'inventaire en participatif sur le site OpenStreetMap. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le lien qu'il a envoyé ensuite, qui est ecoteka.org, il y a un nombre d'arbres qui est visible. Donc tous ces arbres, en fait, c'est des arbres qui ont été rentrés de façon participative sur une plateforme open data. Donc nous, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'essence de Natural Solutions, de militer pour l'open source et l'open data. Donc ça nous paraissait évident de devoir mettre en avant ces données. Et ouais, Olivier, tu disais, tu as envoyé un lien, donc ça, c'est pas encore le lien de la démo. On est en train de travailler pour avoir un vrai lien de démo gratuite, et ça me permet d'enchaîner sur la question de Tristan. Vous en êtes où actuellement dans l'avancée de l'application? Donc ça fait 1 an que le travail de réflexion a commencé. Un peu plus de 6 mois que le travail de développement a commencé. Donc aujourd'hui, on a une première version de notre application web qui est quasiment stabilisée. Et donc on va pouvoir commencer à la tester avec Bruno qui va venir nous rencontrer bientôt, normalement en février si tout se passe bien. Et aussi avec une autre commune avec qui on travaille. Donc voilà, on va déjà avoir une première phase de test de cette première version web, et normalement la version mobile, qui est un petit peu essentielle, devrait arriver bientôt. Et donc on aura une version mobile professionnelle où on pourra faire l'inventaire et faire la gestion. Et ce qui nous paraît très important, c'est aussi d'avoir une version participative avec les citoyens. Et donc on est en train de réfléchir là-dessus pour... ça nous paraît essentiel en fait d'impliquer les citoyens dans la gestion, dans l'inventaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, normalement là sur l'outil, vous avez une petite main que vous pouvez lever. Donc si jamais vous voulez intervenir, levez la main et on peut vous laisser intervenir directement à l'oral. Il n'y a personne, ils sont timides. Ouais, c'est ça. Il en faut toujours un pour se lancer et après ça va normalement. Ah, ça y est. C'est bon. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, donc une fois que l'application sera finalisée, ça va fonctionner avec un abonnement, avec comment vous imaginez ça? Oui, du coup, ça sera un abonnement. Donc, on est encore en train de co-construire un petit peu notre stratégie, on va dire, financière. Pour les responsables espaces verts, par exemple, dans les communes, ça sera un abonnement à l'année avec des possibilités d'avoir une licence sur 3 ans. Et pour les métiers plutôt arboristes et paysagistes, c'est pas encore très très bien défini. On va sûrement marcher à l'arbre. Donc selon l'inventaire qui devra être fait à l'arbre, et aussi si vous devez faire juste un inventaire ou faire un inventaire plus plan de gestion. Donc on aura différents forfaits comme ça. C'est encore en train d'être testé. Par contre, notre mot d'ordre, c'est de faire le pari qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être intéressées par Ecoteka, et donc permettre d'avoir une application assez peu chère pour une application de la sorte, entre guillemets. Voilà, l'état d'esprit est de travailler par module. Et ces modules, effectivement, seront disponibles potentiellement individuellement les uns des autres par rapport aux besoins des uns et des autres. Quand je posais la question tout à l'heure à Bruno sur le sujet des jeunes plantations, il s'avère important aujourd'hui de construire un module spécifique pour le suivi des jeunes plantations, parce que si on ne le fait pas de manière individuelle, en considérant les contraintes qu'on va avoir à ce sujet-là, ça va être compliqué. On pourra pas. Ce sera un module donc dans le cadre de l'inventaire, dans le cadre de la gestion et dans le cadre du diagnostic un peu global, mais avec des effets de masse un peu différents. Donc c'est vraiment une notion de module, d'où le fait des groupes de travail qui vont se mettre en place. On a les listes qui sont maintenant à peu près établies des uns et des autres. Et je vais lancer ça très rapidement sur la fin du mois de janvier, donc dès la semaine prochaine. C'est donc l'usager final, en fait, qui payerait l'abonnement, et pas forcément l'expert qui voudrait proposer ça à un de ses clients. Absolument, c'est un peu l'idée aussi. D'accord.
C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe si donc l'application voit le jour et si un jour elle disparaît, ce que je vous souhaite pas, mais si un jour elle disparaît, qu'est-ce qu'il en est en fait des informations? Elles sont perdues. Alors du coup, nous, le but déjà sur les informations, on va dire inventaire d'arbres, le but, ça serait d'amener les personnes à les publier en open data sur la plateforme dont je parlais tout à l'heure, OpenStreetMap, pour pouvoir contribuer et avoir vraiment une cartographie, sachant qu'en plus, il y a des obligations au niveau de la loi pour publier ce genre de données, pour publier les données publiques. Donc déjà, cette partie inventaire, nous, on aimerait bien qu'elle soit publiée ouvertement. Et pour tout le reste, entre guillemets, la partie gestion, etc., dans l'application, c'est possible d'exporter les données. Donc soit d'exporter les données en format SIG, donc géoréférencé, soit d'exporter les données en format Excel. Donc on ferait un pas en arrière, mais si jamais l'application ne marche pas ou quoi, il y aura possibilité de récupérer tout ce qui a été rentré sur l'application. Bon, du coup, je sais pas, il y a d'autres personnes qui doivent lever la main avant peut-être de redonner la parole à Tristan. Il y a Flo qui voudrait parler aussi. Oui, bonsoir Manon, bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Manon, je rebondis sur ce que tu viens de dire là sur l'histoire de l'open data. Donc on reste bien, comme on a évoqué l'autre jour, hein, donc avec cette mise en commun de l'ensemble des données recensées, avec après quand même un bridage sur les travaux de diagnostic faits derrière ça. Passer de la partie inventaire, je veux dire. La réponse est oui. Hein, la réponse est oui, en fait. Non, la réponse est oui. En fait, on aura une partie dans le déroulé que je vous montrais à l'écran tout à l'heure. Il y aura une partie libre d'accès, effectivement. Et dans l'autre partie, les modules permettront à chacun de pouvoir composer en fait sa gestion et son offre de gestion ou son intégration de gestion en termes de collectivité locale. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Olivier, qui est interne à Natural Solutions, je vais laisser du coup de nouveau à Lasnier prendre la parole. Merci. Du coup, moi, c'est une question technique et je reviens. Donc, Aurélie Lanier, je travaille dans un parc naturel régional et je place juste le contexte. Je voulais savoir si vous aviez des exemples de plans de gestion à l'échelle d'un quartier qui mêlerait des alignements privés et publics. Je m'explique, on va travailler avec une commune normalement dans le premier semestre de cette année à l'échelle d'un quartier dans un territoire qui est fortement marqué par l'arbre. Et on est confronté à deux cas de figure. Il va y avoir des alignements propriété de la commune, mais aussi beaucoup d'alignements propriété d'acteurs privés. On a déjà mené des actions privées par privées sur ces habitats entourés de talus, de haies, plantés d'arbres de Auger. Hein. Attention, je me retrouve dans une situation où c'est un habitat dense avec des talus plantés d'arbres qui peuvent être des hêtres de 30-40 mètres de haut. Vieillissants parce que forcément, ils étaient utilisés jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, comme tout un chacun sur le territoire français, il y a eu un peu un déclin du regard sur l'arbre et de la gestion de l'arbre. Et donc maintenant, on se retrouve avec un patrimoine arboré vieillissant. Donc, on a déjà mené des actions pour des particuliers. Et là, je voudrais tenter de faire une action à l'échelle d'un quartier et je me pose beaucoup de questions sur les documents que l'on doit remettre, les curseurs que l'on va mettre. Je ne sais pas s'il est intéressant de mener un inventaire pied par pied ou plus alignement par alignement avec des grands points d'alerte sur les choses à regarder, les charpentières, les champignons, effectivement les blessures au collet, etc. Donc, c'était ma question, c'est est-ce que vous avez un exemple d'action comme ça pour un ensemble de propriétaires et privés et publics où on fait tous ensemble et du coup des outils pour illustrer tout ça. Alors, moi, je vais répondre si vous voulez bien. Donc, effectivement, quand on est sur une zone
mélanger, comme vous dites, entre le public et le privé. Alors moi, j'ai pas d'exemple de plan de gestion global comme ça. Et je trouve que c'est bien dommage. Et votre intervention est plutôt bien, parce qu'effectivement, on est sur un espace boisé. Donc on n'a pas un arbre privé et un arbre public, et donc du coup, ce sont pas les mêmes. Bien sûr que si, ce sont les mêmes. Si vous arrivez à, je dirais, inviter tous les propriétaires de ces arbres à faire un ensemble avec vous, on va avoir du coup un espace homogène. Et à partir de là, on pourra faire un plan de gestion homogène aussi. On ne peut pas faire un plan de gestion pour les privés et un plan de gestion pour le public si, je dirais, sur un talus mitoyen, d'un côté, les arbres appartiennent à monsieur, madame, machin, et de l'autre côté, appartiennent à votre collectivité. Après, pour le plan de gestion, si on est sur des vieux sujets et des vieux êtres, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, Bretagne, Normandie, peut-être Pays de Caux, Normandie, Pays de Caux. Oui, d'accord, ouais, c'est une très belle région, entre parenthèses. Quand on est sur des vieux sujets comme ça, il faut faire de toute manière, comme on disait tout à l'heure, comme le faisait remarquer tout à l'heure Tristan Kraft, il va falloir faire un inventaire pied à pied pour déterminer, et surtout si on est sur du hêtre, parce que même un bois qui, en vieillissant, devient très sensible aux champignons, du coup devient aussi assez sensible d'un point de vue résistance mécanique, etc. Et il faut faire toutes ces opérations-là avant de faire un plan de gestion global. Et à partir de là, on pourra déterminer des travaux d'élagage, de mise en sécurité, d'aubanage et voire d'abattage si nécessaire, quoi. Mais il faut rencontrer tout le monde. J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Alors, la démarche n'a pas abouti parce que on a eu quelques propriétaires réfractaires, mais là, on était en vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, où on était sur des parties plutôt boisées, là. Et je l'ai fait aussi en Bretagne, sur la région de Dinan, sur les bords de Rance, où là, on avait plein de propriétaires. On avait un espace boisé d'une centaine d'hectares, sur lequel il y avait 150 propriétaires. Alors, vous imaginez un petit peu le bazar que ça peut faire. Il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'ils avaient hérité du bois de la grand-mère, etc. Donc il faut faire un global. Pour répondre à votre question aujourd'hui, là, il faut faire un global. Il faut que vous invitiez donc tous les propriétaires à participer. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Voilà, on peut pas, à mon avis, obliger les gens à le faire ou ne pas le faire. Après, au niveau du fonctionnement, il faudra un maître d'œuvre, et je pense que c'est la collectivité qui met le plan en place qui devra devenir maître d'œuvre, ça, c'est logique, quoi. Et voilà. Alors, après, en accompagnement, vous appelez une personne comme moi pour vous accompagner ou pas. Si vous avez des personnes compétentes à l'intérieur de votre collectivité, c'est comme ça qu'il faut le faire, je pense, quoi. Mais d'abord, il faut reprendre un petit peu le déroulé que j'avais donné au départ. Inventorier tous les arbres, faire un diagnostic très léger, visuel, voilà, et ensuite faire des diagnostics pied à pied, ou faire tout en même temps. On peut faire l'inventaire et le diagnostic pied à pied. C'est assez long et fastidieux, je dois dire que voilà. Moi, je fais les deux détachés parce que je fais l'inventaire en faisant un diagnostic léger et je regarde l'architecture globale de mon arbre. Si j'estime que je n'ai pas à y revenir, je n'y reviendrai pas. Par contre, dès que je vois quelques problématiques que ce soit, je le note et là, je viens refaire un diagnostic, une expertise complémentaire, et je mets tous les moyens qu'il faut pour le faire, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bon. Merci. Ben, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être prendre une dernière question avant de finir, et n'hésitez pas à vous présenter bien avant de poser vos questions, qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Je ne vois pas d'autres mains levées. C'est le moment si vous voulez encore questionner Bruno, Franck ou moi. Et sinon, on se retrouvera en février pour une nouvelle session. On va définir un petit peu le sujet et les intervenants avec Franck et Bruno bientôt. Donc on vous tiendra informé par mail et sur les réseaux. Donc voilà, j'ai mis nos contacts de nous trois dans le chat.
n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Alors, Oui, vas-y Franck. Dans l'idée, une petite annonce, dans l'idée du prochain donc, webinaire, ce serait une interview de William Moore, qui serait notre invité exclusif pour cette opération, de telle sorte à pouvoir aborder une vision aussi de l'arboriculture depuis 30 ans en France, à travers William, qui est un des acteurs vraiment importants du sujet auprès de tous, auprès des collectivités territoriales et auprès des professionnels. Et donc l'idée est d'organiser une interview commune avec Bruno pour lancer cet homme dans l'aventure de nos webinaires. Voilà, merci à tous en tout cas et à très bientôt. Merci, à bientôt. Il y a Olivier et Frédéric qui veulent parler, tiens aussi. Bon, moi, je suis directeur de Natural Solutions. On est une agence spécialisée dans la gestion de données environnementales et de biodiversité. On se lance dans cette aventure d'Ecoteka. Et ce que je voulais dire, c'est que je voudrais insister sur le fait qu'on a besoin de vous. On a besoin de tous vos retours, de toutes vos expériences de terrain, vos cas concrets, de toutes vos problématiques. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail et nous raconter un petit peu là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il serait important de mettre dans cet outil, parce que en fait, là, on veut vraiment rentrer dans une logique de co-construction en open source, en open data, avec une communauté élargie. Donc, tous vos retours sont bons à prendre si que vous soyez grand débutant ou, comme Bruno, un grand vétéran. Attention à mes cheveux blancs. Merci Olivier pour la précision. Merci, Et ben merci à tous d'avoir participé. Et voilà, j'ai mis aussi mon adresse mail dans le chat. Et moi, je suis à votre disposition. Je suis vouée à ce projet Ecoteka. Donc voilà, je suis là pour vous écouter et répondre aux attentes autour de ce projet. Et voilà, nous aussi. Merci Manon. Bonne soirée à tous et bon appétit. Merci à tous. Ça va bientôt être l'heure. Oui, c'est ça. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Avec Kenavo, comme on dit chez moi. C'est ça.